Très bien, bonjour. Donc je propose aujourd'hui... Alors oui, je vais mettre ma présentation d'abord à l'écran. Tu sais comment je la mets en plein écran ? Oui, super, je vous remercie. Et ça fonctionne, c'est ça ? Très bien, je vous remercie. Donc voilà, donc je propose en fait dans le cadre de cette communication de revenir sur certaines tensions éthiques qui peuvent émerger quand des problématiques de santé mentale viennent s'immiscer dans la pratique de l'assistance sociale. Et je propose aussi de voir un petit peu en filigrane comment la méthode d'analyse en groupe, dont on a déjà beaucoup parlé pendant les deux précédentes journées de ce symposium, se révèle être un dispositif qui peut produire des déplacements éthiques, des déplacements de regard chez les professionnels qui y participent. Alors, donc je prendrai pour point de départ un cas concret, celui de la schizophrène de rue. Je reprends ici les termes de l'assistante sociale qui a rapporté ce cas. La MAG, la méthode, implique de donner un titre à son récit. Et en général, on a des titres comme ça qui sont un petit peu stéréotypés, enfin caricaturels, mais en tout cas qui marquent en tout cas vraiment les lignes des situations étudiées. Alors, ce cas, donc, c'est celui que des professionnels ont choisi de co-analyser pendant une MAG organisée à Namur, donc en Belgique, en mai 2017. Et donc, je précise que cette MAG a été co-animée avec une collègue à moi qui s'appelle Anissa Ayadi, qui n'est pas là aujourd'hui. Alors, cette MAG, elle a été organisée dans le but d'alimenter la recherche enjeux éthiques dans le champ de l'intervention sociale, coordonnée par le groupe thématique éthique de l'EFRIS, et j'en dirai pas plus parce qu'on a déjà tous les éléments en notre possession pour voir dans quel contexte cette recherche internationale a été réalisée, etc. Alors, la co-analyse du récit a permis de mettre en évidence 6 niveaux de tension à prendre en compte quand on intervient dans un contexte qui inclut des problématiques de santé mentale alors qu'on ne les attendait pas au départ. Je vais passer très rapidement là-dessus parce que je sais que ma présentation est un peu longue, mais c'est juste pour situer un petit peu ce récit et montrer que cette méthode d'analyse en groupe a permis d'analyser toute une série d'enjeux que je ne pourrais pas développer aujourd'hui. Donc il y a des tensions liées à l'accompagnement, entendu comme relation interindividuelle entre un travailleur social et une personne. Il y a des tensions liées au positionnement professionnel au sein de l'institution, des tensions liées au travail, aux limites du travail social, au regard porté sur lui, sur ses missions, des tensions liées à la formation des travailleurs sociaux, à ses manques, d'autres encore liées à la structuration du secteur social santé sur un territoire, et plus généralement aux ressources que peuvent mobiliser l'assistant social et l'usager. Et enfin, des tensions liées au développement de nouvelles dynamiques de travail en réseau ou en équipe, puisque ça fait partie des pistes qui étaient explorées, mais qui étaient considérées comme étant complexes à mettre en œuvre et potentiellement coûteuses. Voilà. Alors, la présentation du récit. Donc, la situation approfondie par le groupe concerne une femme de 47 ans qui fréquente de longue date, mais en alternant des périodes de visite quotidiennes avec des périodes de longues interruptions, un centre de services social spécialisé dans l'accompagnement des personnes concernées par la prostitution. Alors, cette femme, donc, qui se prostitue, cumule des problématiques d'assuétude, de santé mentale, de sans-abrisme, d'accès aux droits, et à ça s'ajoute un fort isolement social. Voilà, donc je peux peut-être faire une parenthèse avant cette citation qui arrive un petit peu tôt. Non, bon, c'est pas grave. C'était, voilà, la professionnelle précisait
que pour elle, la prostitution en tant que telle n'était pas à considérer comme une problématique apparente, comme une problématique vécue. Elle considère de façon générale que les difficultés pour lesquelles les personnes prostituées demandent l'aide des associations ne portent pas prioritairement sur l'activité prostitutionnelle en tant que telle, mais que ce sont plutôt d'autres situations, d'autres enjeux pour lesquels la pratique d'une activité prostitutionnelle constitue une entrave, accès au logement, accès aux droits, difficultés de démarche administrative, etc. Donc voilà, la professionnelle explique. Donc, elle revenait après une longue absence, cette femme. Donc, je travaillais là depuis 1 mois. C'était mon premier suivi. Et là, c'est une personne qui tout de suite s'énerve, crie, est à bout parce qu'elle est dehors, elle a faim. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, donc, ses droits à une protection sociale, mutuelle, allocation handicapée, n'étaient plus ouverts. Elle dit également, donc, ce qui est la citation que j'ai reprise ici, elle se prostituait, se droguait, souffrait d'un problème de santé mentale qui, et donc ça elle le dit à un autre moment, mais qui, donc elle l'a su plus tard, donc, était la schizophrénie, et qui s'ajoutait à tout le contexte de rue qui l'a énormément abîmée. Alors face à ça, il a fallu entreprendre quelques démarches. Les démarches entreprises ont permis que lui soit attribuée une adresse de référence, ce qui a débloqué beaucoup de choses. Elle a pu percevoir un revenu d'intégration, retrouver ses droits à la mutuelle, son allocation handicapée. C'est également mise en place une collaboration avec le relais santé via des permanences psychiatriques qu'il propose. Et l'usagère s'est vue délivrer donc, des ordonnances pour entamer un traitement par injection. Donc la relation n'était pas facile, dit l'assistante sociale, mais une relation de confiance a vraiment pu s'établir. Pour autant, la situation reste complexe. Selon la professionnelle, la personne n'est pas en mesure de porter seule les démarches qui la concernent, d'assurer une transmission d'informations entre les différents intervenants susceptibles de la suivre, ou encore de respecter des décisions antérieurement prises. Revient de façon récurrente en fait l'idée qu'avec cette personne, il n'y a jamais rien d'acquis et qu'elle va toujours tout saboter. Donc des démarches entreprises, un sentiment d'avancée, mais des nœuds aussi sur lesquels l'accompagnement bute, et en particulier l'enjeu du logement, qui est lié aussi à celui de la mise sous protection, dont le principe serait donc, du coup d'obliger la personne malade à recevoir des soins contre son gré. Alors, cet enjeu du logement, donc au moment de la MAG, la situation de cette personne en matière de logement est la suivante. Elle dort la plupart du temps à la rue. Il lui arrive qu'elle soit occasionnellement hébergée chez son frère, qui est le seul membre de sa famille avec lequel elle est encore en contact, mais avec lequel la relation est vraiment compliquée. Il lui demanderait de l'argent à chaque fois qu'elle le voit, etc. Et donc, il profiterait aussi d'elle et de sa vulnérabilité. Pour ce qui est du reste du temps, l'AS explique, elle va de temps en temps en abri de nuit, mais elle réclame toujours une certaine liberté aussi. Aller en abri de nuit, c'est être rentré pour minuit, ne pas fumer, ne pas boire, dormir, être calme. Tout ça, ce sont des choses qui sont très compliquées pour elle. Alors, quelles sont les options en matière de logement ? Eh bien, tenant compte de cette double problématique de santé mentale et d'assuétude, les options envisagées sont l'internement, l'habitat protégé, donc l'idée de la placer dans une structure spécialisée assurant un hébergement et un accompagnement via des activités de jour, une demande de logement social qui pourrait être faite avec mise en place d'un suivi par une équipe mobile, ou alors le fait de trouver un studio. Comme l'abri de nuit, l'extrait que je venais de lire juste avant, l'extrait de la citation, comme l'abri de nuit, chacun de ces dispositifs de logement possède un script, au sens où il possède des règles de fonctionnement, que les usages acceptables qui peuvent en être faits et le degré d'autonomie qu'ils impliquent sont cadrés au départ. Quand l'assistante sociale revient sur chacun d'eux, elle tend en fait en filigrane à les situer au regard de la tension liberté versus protection de la personne. L'hospitalisation se présente comme une option qui permettrait théoriquement d'assurer un maximum de protection, mais au prix d'un déni total de la liberté de la personne. Et l'assistante sociale précise que donc cette personne ne veut d'ailleurs pas en entendre parler. Elle a été hospitalisée dès l'âge de 17 ans et elle a toujours fugué.
À l'opposé, il y a l'option qui préserverait la liberté de la personne, mais qui semble ne pas protéger. C'est l'option du studio, sans autre dispositif d'accompagnement, mais c'est une option qui, du point de vue de l'assistante sociale, est impossible à mettre en œuvre. Les deux autres options, l'équipe mobile et l'habitat protégé, sont plutôt de l'ordre du compromis, mais représentent des dispositifs également fortement cadrés et contraignants. Concernant l'équipe mobile, l'assistante sociale explique ça a déjà été fait et elle sabote. Elle n'est pas là. Les éduques viennent, elle n'ouvre pas, elle s'énerve. Concernant l'alternative que représenterait l'habitat protégé, l'assistante sociale explique que la démarche a été engagée, mais que la procédure d'admission, longue et complexe, implique une collaboration de l'usagère, une implication qui ne s'est pas maintenue dans le temps. Alors elle ajoute également, généralement, en habitation protégée, on demande que la personne ne consomme plus, ou inversement, dans les centres de sevrage, on demande que la personne ne soit pas malade. Avec la schizophrénie, s'il y a un problème de santé mentale trop important, ils vont réorienter. Alors, aucune solution, finalement, aucun script ne paraît adapté à la double problématique de schizophrénie et de toxicomanie de cette femme. Et donc, l'assistante sociale explique également, c'est toute la question, que faire avec cette personne qui est dehors et qui ne rentre pas dans les conditions, qui ne rentre pas dans les cases des institutions et des services existants actuellement. En fait, l'évaluation de la situation prend en compte d'une part les dispositifs de logement ou d'accompagnement existants, leur script, ce que j'ai tout à l'heure. D'autre part, le choix de la personne, avec, on revient donc cet enjeu de l'autodétermination qu'on a beaucoup abordé aussi pendant les précédentes journées du symposium. Elle prend en compte, cette évaluation de la situation aussi, la capacité de cette personne incertaine à assumer ou pas le degré d'autonomie que chacun des dispositifs représente. Finalement, l'assistante sociale se demande que veut cette personne et en est-elle capable. Alors ce raisonnement éthique, il se fonde sur ce qu'Anne-Marie Moll nomme une logique de choix et qu'elle distingue d'une logique de soin, d'une logique du care, deux logiques donc, qui, selon cet auteur, configurent les pratiques médicales et qu'on peut transposer aux pratiques d'accompagnement social, selon moi. Donc rapidement, chez Anne-Marie Moll, donc, ce qui sous-tend la logique de choix, c'est la référence à l'autonomie du patient. Dans la logique de choix, ce qui importe, c'est de savoir ce que veut ou ne veut pas la personne. La décision consiste à certains moments cruciaux à sous-peser le pour et le contre, et à trancher entre suivre la direction donnée aux patients par les médecins et les soignants, ou l'inverse. Dans la logique du choix, la personne elle est perçue soit comme passive, soit comme active, soit comme libre, soit comme soumise. Et dès lors, être actif, c'est faire des choix, redevenir maître de sa vie. Dans une optique de logique de soin, la notion de liberté de choix de la personne, elle est bien présente, mais en tant qu'idéal qui guide la pratique. La décision n'est pas linéaire, le soin est conçu comme un bricolage constant qui requiert la collaboration soignant-soigné, un bricolage qui s'effectue en composant avec les techniques, avec les connaissances, avec les individualités engagées dans les situations, et un bricolage qui va permettre de faire face à l'imprévisibilité des corps, de la maladie, des traitements eux-mêmes. Donc le patient est toujours considéré comme actif dans cette perspective-là, puisqu'il est toujours engagé dans la tâche pratique que constitue la vie avec ses problématiques, avec sa maladie. Donc Anne-Marie Moll distingue en fait cette logique du libre choix qui rechercherait l'advenue d'un soi autonome et rationnel, capable de contrôler sa maladie, de décider de sa vie, et la logique du soin qui ne libère pas le patient, qui ne le soumet pas non plus, ni au traitement, ni aux décisions du soignant, mais qui consiste plutôt dans la co-construction d'un processus continu d'autonomisation. Alors l'intérêt de tout ça, ce qui est intéressant ici, je pense, c'est que si on revient un peu à la situation d'accompagnement de la schizophrène de rue, en fait, lors de la première séance de MAG, la professionnelle a longuement décrit l'inconfort, le sentiment d'impuissance et d'échec qui étaient les siens face à cet accompagnement dans lequel elle ne parvenait pas à trouver des pistes de solutions satisfaisantes et durables. Elle disait « Je me sens désemparée.
Avec cette personne, ce sont toujours les mêmes problématiques qui reviennent, le logement, l'argent, et finalement c'est toujours pareil, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas de solution. Mais donc, lorsqu'en début de deuxième séance de méthode d'analyse en groupe, donc nous avons proposé cette distinction logique de choix, logique de soin, pour nourrir l'analyse, pour doper l'analyse, comme disait Michel avant-hier, ça a semblé ouvrir une nouvelle voie interprétative dans laquelle l'approche en termes de logique de soin venait d'une certaine manière réhabiliter la posture de la professionnelle, une posture dans laquelle incertitude et inconfort étaient professionnellement acceptables. Alors, ah mais c'est pas la bonne version. Oh non. Bon, c'est pas grave. Donc je vais vous demander de vous concentrer sur le dernier point, santé mentale et travail social, question hors sujet. Ce que nous avons également traité dans le cadre de la MAG, c'est que lorsque des problèmes de santé mentale interviennent, ces derniers interrogent en fait les missions même du travail social, qui se demandent qu'ai-je à offrir, quelle réponse apporter et est-ce vraiment mon métier ? La co-analyse a permis aux participants d'identifier des pistes pour maintenir du sens dans leur pratique professionnelle, même lorsqu'elles sont confrontées à ce type de situation. Se fixer des objectifs réalistes et adapter sa posture, accepter la non-constance de la personne, se préparer à l'idée qu'aucune des démarches mises en place n'est de leur situation qui ont le sentiment de soutenir les personnes dans des situations qui restent marquées par la dépendance. Alors, lui constate un glissement d'un travail social qui aide à changer vers un travail social qui aide les gens à se maintenir. C'est ce qu'il nomme le paradigme de la contenance, ce qui devait être écrit là, c'est pas grave. Dans le cadre d'une autre recherche, des assistants sociaux, donc dans le cadre d'une autre MAG, des assistants sociaux expliquaient se positionner comme jouant un rôle de reliance face aux usagers en attente d'écoute et de soutien moral. Et l'un d'eux disait ceci: on est un point pour l'usager, une reliance avec la société. Ce qui peut être dommage là-dedans, c'est qu'on va mettre certaines personnes dans la case santé mentale. Mais pour moi, avec eux, nous faisons de la reliance et c'est notre rôle d'assistant social aussi. L'usager vient pour être dans un monde de normalité. Alors, la MAG amenait en fait à considérer deux façons d'envisager les choses. Dans la première, on considère que les situations qui impliquent des problématiques de santé mentale confrontent l'assistance sociale aux limites du travail social, puisque donc, la problématique principale vécue par l'usager se situe hors du champ de compétences. Les pistes d'action, c'est alors de relayer vers d'autres services, ceux qui seraient compétents. Dans une autre perspective, on peut considérer que l'assistance sociale a bel et bien un rôle à jouer pour répondre aux demandes d'accompagnement social de ces personnes qui vivent par ailleurs des problématiques de santé mentale. Les difficultés tiendraient dès lors plutôt à un manque de formation des assistants sociaux ou à un manque de collaboration entre secteurs de l'aide sociale et secteurs de la santé mentale. Des manques auxquels on pourrait théoriquement donc essayer de pallier. Mais alors cette conception du travail social qui intègre la reliance et la contenance parmi ses missions se confronte à la logique plus industrielle que privilégie l'institution. C'est ce qui était rappelé dans la co-analyse que nous avons fait pendant la MAG. Je n'aurai pas le temps de développer ça plus longuement, mais cette tension dans la MAG, elle s'exprimait dans l'opposition entre une mission d'écoute, qui serait celle souhaitée la schizophrène de rue, parce qu'elle est sans doute emblématique de ces situations d'accompagnement caractérisées par l'indétermination et l'incertitude.
Pendant tout un temps, l'assistante sociale ignorait qu'un diagnostic de schizophrénie était posé sur cette personne et visiblement, c'était pour elle une difficulté que de devoir naviguer en l'absence de ce diagnostic. La personne a accepté de s'engager dans des démarches, mais en même temps change d'avis systématiquement. Et la professionnelle décrit du coup un accompagnement marqué par l'inconstance, une nécessité d'ajustement quotidien et un sentiment d'éternel recommencement. Alors, engager une procédure de mise sous protection, c'est une option qui avait été évoquée parce qu'elle permettait de résoudre au moins temporairement la problématique du logement en imposant un internement. Mais sur ce point, l'assistante sociale refuse de trancher. Et voilà, c'est peut-être un peu sans transition, mais je vais terminer par une idée qui est déjà ressortie dans d'autres communications. C'est le fait que les professionnels sont aujourd'hui très souvent écartelés entre des cadres d'action contradictoires. Ils sont pris dans une tension entre des normes très procédurales, bureaucratiques, réglementaires, hyper standardisées, et puis des normes situées qu'ils sont amenés à produire eux-mêmes, au cas par cas, dans l'interaction avec la personne, en accordant une attention à ce que Ravon, à nouveau, appelle l'hypersingularité des situations. Donc, dans un tel contexte, cette conception du travail social comme profession à pratique prudentielle, donc voilà, qui est travaillée par Vranken à partir de Champy et qui a aussi qui a été évoquée mardi par Francis Lozère. Cette idée de prudence qui s'impose comme compétence est peut-être intéressante à approfondir parce qu'elle semble faire sens un peu comme une heuristique qui guide la pratique professionnelle. Voilà, définir le travail social comme pratique prudentielle, c'est peut-être reconnaître la complexité des situations, la nécessité de considérer la singularité de chaque cas, c'est reconnaître que les travailleurs sociaux sont livrés à l'incertitude des situations et des réponses qui demandent donc une délibération en équipe. Donc c'est légitimer toutes ces réalités de la pratique. C'est en tout cas une des hypothèses qu'on peut formuler à l'issue de la MAG que nous avons menée. Voilà, je vous remercie.